Bonjour, je suis Bernard Andrès, votre agent de voyage littéraire. De la Nouvelle-France à nos jours, la littérature québécoise est fille du voyage et des récits qu'en firent les premiers occupants, les explorateurs, les coureurs de bois et de paysages. Un monde nouveau pour ces derniers, mais qui ne l'était guère pour les nations du nord de l'Amérique qui l'habitaient, ce monde, et de bien longue date. Raconter cette nouveauté toute relative, narrer cette rencontre avec l'autre et avec soi-même, se découvrir autre soi-même est ce qui fonde les premiers textes du corpus québécois, comme les plus récentes tentatives narratives et les plus récentes explorations textuelles et hypertextuelles. Pour nous accompagner dans ce périple, nous ferons appel à l'Atlas littéraire du Québec, publié chez Fides en 2020. Cet ouvrage de référence regroupe une centaine de spécialistes dont certains ont accepté de se livrer ici à l'exercice de l'entrevue. De l'une à l'autre de ces rencontres avec des spécialistes, au gré de ces dialogues sur le roman, la poésie, l'essai, le théâtre et toute autre forme d'écriture, on voyagera en bonne compagnie du XVIIe siècle au XXIe siècle, sur les ailes de l'Association internationale des études québécoises. Bon vent et bon voyage. Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver à l'Université de Sherbrooke au groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, que je remercie pour son accueil. Il allait de soi que ce voyage en littérature québécoise auquel nous convie cette série mette aujourd'hui le cap sur la prime littérature autochtone. Si la littérature québécoise est fille du voyage et des rencontres entre occidentaux et autochtones, ces derniers étaient bien les premiers sur le continent américain, et depuis des millénaires. Mais l'imaginaire des Premières Nations fut longtemps méconnu ou incompris par les explorateurs et les colonisateurs. Les historiens eux-mêmes hésitèrent à se donner une mémoire longue avec une histoire courte, pour reprendre les termes de Gérard Bouchard. Soit on fait commencer l'histoire du Canada par l'arrivée des prétendus découvreurs et on gomme le passé autochtone, soit on prolonge en amont cette historicité, mais ce faisant, on s'accapare celle des peuples d'Amérique. Et quand les missionnaires s'intéressèrent à l'imaginaire amérindien, ce fut souvent pour le brider, cet imaginaire, pour le réprimer à des fins d'évangélisation et de scolarisation. C'est ce que dénoncera en 1976 Anantan Capèche, première femme autochtone à publier en français, dans son essai fondateur « Je suis une maudite sauvagesse ». Plus récemment, en 2021, le poète Édouard Itoile-Germain témoignait à titre posthume de sa propre expérience du pensionnat de Fort George à la baie James. Le hasard a voulu qu'aujourd'hui même le pape François arrive au Canada pour un bref séjour qualifié de pèlerinage pénitentiel en reconnaissance des souffrances subies par les enfants autochtones dans les pensionnats gérés par l'Église. Cela contribuera-t-il à nous sensibiliser aux dangers de l'acculturation, mais aussi à la richesse des traits culturels propres à ces nations ? Il suffit de rappeler la multiplicité de leurs dénominations. Abénaki, Algonquin, Atikamekw, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malécite, Micmac, Mohawk, Naskapi, sans oublier dans le nord les Inuits. Et pourtant, cette multiplicité fut longtemps réduite aux figures caricaturales de l'Indien ou du sauvage, de l'allié Huron ou de l'ennemi Iroquois. Côté canadien, Hugh McLennan, dans Deux solitudes en 1945, néglige la présence première des Autochtones parmi les peuples fondateurs du Canada. Côté québécois, c'est autre chose. Friande d'exotisme, la littérature québécoise, elle, s'appropria volontiers ces figures. C'est ce qu'explique Janet Patterson dans l'Atlas littéraire du Québec. Je cite :
Figure réelle et symbolique, culturelle et fantasmée, l'Amérindien représente, pour des raisons historiques et socio-culturelles, l'autre par excellence du Québécois. Fin de citation. Il faudrait aussi parler du cas limite des Métis de l'Ouest canadien et de leur révolte contre le gouvernement fédéral, révolte durement réprimée qui s'est soldée par la pendaison de Louis Riel en 1885. Pour de nombreux francophones d'alors, Riel devient alors le symbole de l'oppression canadienne-anglaise subie par les Canadiens français. Mais en ce qui concerne les Autochtones eux-mêmes, vient un temps au XXe siècle où ils commencent à valoriser dans le champ littéraire leurs propres mythes et leurs propres légendes, tout comme leur légitimité dans l'espace littéraire québécois. C'est l'histoire de cette reconnaissance tardive d'une tradition millénaire que nous aborderons aujourd'hui avec Marie-Hélène Janotte, spécialiste de l'histoire de la littérature, de l'édition et de l'imprimé autochtone au Québec. Bonjour Marie-Hélène, je vous en prie. Marie-Hélène Janotte, bonjour. Vous êtes enseignante de français et de littérature au Cégep de Sherbrooke et à l'Université de Sherbrooke, chercheur postdoctoral à l'Université Queen's. Vous avez consacré votre thèse à, je cite le titre, Bernard Assinioui, l'auteur mal commode, entre guillemets, trajectoire et discours d'un auteur autochtone dans le champ littéraire québécois. Vos travaux ont notamment paru dans Mémoire du livre, Studies in Book Culture. Ils ont été récompensés par le prix Nouveau chercheur de la Société bibliographique du Canada. Vous avez aussi contribué au dictionnaire historique des gens du livre au Québec. Vous avez encore co-dirigé le livre Nous sommes des histoires. Cette anthologie se présente comme, je cite, une plongée dans la culture et dans l'imaginaire des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Elle se veut, je cite, l'esquisse d'une pensée autochtone par les autochtones. On vous doit enfin l'article sur la littérature autochtone dans l'Atlas littéraire au Québec. Ce qui m'amène à une première question sur l'appropriation des thèmes et des imaginaires autochtones dans la littérature québécoise. Alors le cas le plus flagrant de ce problème-là concerne les Inuits. Il remonte aux années 50, à la fin des années 50, quand Yves Thériault publie son roman esquimau, entre guillemets, Agaguk. On ne disait pas Inuit à l'époque. Plus de 350 000 exemplaires traduits en 10 langues et largement diffusés dans le monde, adaptations cinématographiques, BD, etc. Alors quel est le danger de ces représentations stéréotypé de l'autochtone? Thériault est-il représentatif de ce qu'on nomme aujourd'hui l'appropriation culturelle? Agaguk, le roman d'Yves Thériault, est en effet tout à fait représentatif de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Donc, il a connu un énorme succès avec son roman Agaguk, sans doute précisément parce que ce roman introduisait dans la littérature québécoise les imaginaires, les symboles, ou ce qu'on s'imaginait comme la vie inuite dans la littérature québécoise, donc dans la littérature écrite en français au Québec. Il rendait donc ces imaginaires-là accessibles aux lecteurs québécois, et je pense qu'on peut dire que ça répondait, comme vous l'avez dit, à une forme de fascination ou un désir d'exotisme du public québécois pour ces cultures, ces nations dont on connaissait l'existence, mais dont au final on connaissait très peu les particularités culturelles ou les modes de vie ou les philosophies. Et avec Agaguk, même si la narration offre le point de vue d'un Inuit, c'est important de dire et de rappeler que ça reste l'interprétation d'un auteur québécois alloctone, non inuit, et qui ainsi mettait de l'avant ses propres présupposés, ses propres préjugés sur la culture inuite. Quand on parle d'appropriation culturelle, c'est précisément cela, en fait, c'est de présenter, même dans des œuvres de qualité comme Agaguk, des œuvres qui présentent de très grande qualité romanesque, un point de vue qui est extérieur à la communauté qu'on représente. Les conséquences de ça, c'est de diffuser largement, vous l'avez dit, 350 000 exemplaires vendus, c'est de diffuser très, très, très largement
des clichés, des stéréotypes, des préjugés qui ne collent pas à la réalité nécessairement et qui vont aussi faire obstacle à la diffusion de voix qu'on pourrait dire plus authentiques ou disons de voix de l'intérieur qui vont représenter de leur propre point de vue, de leur propre perspective, leur vision du monde et leur vision de la littérature. Et donc, dans la littérature québécoise, les sujets autochtones sont entrés avant les œuvres écrites par des auteurs autochtones. Et là, on pourrait en citer d'autres. On pourrait parler du roman La rivière sans repos de Gabrielle Roy, qui est vraiment un roman remarquable à mon avis. Et même si Gabrielle Roy a visité le Grand Nord, si elle a basé son roman sur des observations qu'elle a faites, elle reste une auteure de l'extérieur qui écrit sur les Inuits. Donc, des symboles, des valeurs, des archétypes sont entrés dans la littérature autochtone, issus de ce qu'on s'imagine être la culture autochtone, mais c'est vraiment avec des auteurs des Premières Nations et des auteurs inuits qui écrivent et qui publient des premiers livres que là, on va avoir une littérature autochtone qui répond aux priorités et aux visions littéraires des peuples autochtones eux-mêmes qui vont commencer dans la littérature autochtone. Oui, je comprends mieux la chose, et même chez des auteurs allochtones aussi sensibles aux faits autochtones que Serge Bouchard, qui a fait des entrevues aussi, des cinéastes également, on a ce point de vue extérieur qui prétend approcher l'intériorité en question. Je comprends bien votre point de vue. Alors le fait d'avoir sous-titré votre article « Le papier et la voix », ce sous-titre tient, j'imagine, à la question des origines orales de la littérature des Premières Nations. Faut-il comprendre que la voix précède toujours le papier, certainement, mais parlez-nous de cette tradition orale, des mythes, des récits, des légendes, et peut-être, si vous pouviez nous présenter un de ces mythes, Marie-Hélène. Le sous-titre que j'ai choisi, Le papier et la voix, pour mon article dans l'Atlas littéraire du Québec, c'est aussi un clin d'œil à l'essai La lettre et la voix de Paul Zumthor, qui est un essai sur l'oralité dans la littérature médiévale. Et aussi étrange que ça puisse paraître, c'est un des essais qui m'a le mieux aidé à comprendre ce que ça peut impliquer une société de l'oralité. Donc, ce que ça peut impliquer sur la vision du monde, sur ce que ça peut impliquer dans la relation avec les ancêtres, la relation avec l'environnement, et toutes les implications, les conséquences sur la culture et la littérature, évidemment. On peut avoir tendance à penser que, avant que les cultures autochtones adoptent l'écriture, il n'y avait pas de littérature, ou de penser que les littératures autochtones naissent au contact des formes littéraires occidentales modernes, donc principalement écrites. Et je trouve important de rappeler que la littérature existait en Amérique du Nord avant les grandes vagues colonisatrices, donc avant l'arrivée de nations conquérantes en Amérique. Il y avait d'abord des supports physiques pour recueillir l'information et la transmettre, donc de façon différée dans le temps et dans l'espace. On peut penser aux bâtons à message, aux mots totémiques, aux pétroglyphes, par exemple. Mais il y avait aussi les formes orales qui pouvaient soutenir la littérature, donc des formes orales basées sur la voix, sur le corps, sur la mémoire des humains, et qui pouvaient soutenir donc l'existence de textes littéraires oraux. Donc les fondements de la littérature autochtone se trouvent dans cette oralité précolombienne ou antécoloniale, et c'est ce qu'on appelle la tradition orale, ou encore la tradition intellectuelle autochtone, qui comprend les mythes, les récits cosmogoniques, les récits historiques, des anecdotes, mais aussi l'ensemble des savoirs plus techniques des nations autochtones. On peut penser aussi aux philosophies, aux visions du monde, aux règles de vie en société, par exemple. Bien sûr, tout l'accès à la littérature orale est plus ardu. Ça demande un investissement de temps, d'énergie, donc ça suppose des déplacements, d'entrer en relation avec des gens. Ça suppose une expérience, un vécu, un partage qui n'est pas toujours facile d'accès pour tout le monde. Un exemple de littérature orale, ce sont les mythes.
Si je peux donner un exemple, ce serait le mythe de Tchakapesh chez les Inuits. Donc le mythe de Tchakapesh, c'est le mythe du premier humain, donc du premier Inou. Et ses aventures à Tchakapesh vont permettre d'établir, dans une série de 7 tableaux, d'une part, les grandes règles du cosmos, comme l'alternance du jour ou de la nuit, la première naissance, la vie, la mort, donc expliquer les règles du cosmos, et d'autre part, établir les règles de vie en société, donc la mixité, l'importance d'éviter les excès de prédation, etc. Mm-hmm. Cette histoire, donc, c'est une façon aussi de joindre le sens écologique aussi de la vie en forêt, en pleine nature, avec une sorte de transcendance à travers l'arbre, par exemple, qui apparaît dans ce mythe, à travers le ciel, à travers les racines, dans cette sorte de mouvement ascendant, une vision cosmogonique très dynamique et pas du tout dogmatique comme on l'a parfois dans les visions occidentales. Oui. Tout à fait. Et les versions qu'on a des différents mythes fondateurs, là, je parle du mythe de Tchakapesh, mais on pourrait parler du mythe d'Atlantique chez les Wendat, viennent dans plusieurs versions, étant donné la grande variabilité de la littérature orale, mais toujours avec certains principes récurrents qui donnent des indications sur ce qui est effectivement le plus important dans ces mythes-là. Et j'aimerais souligner à ce compte-là le travail incroyable des anthropologues qui sont les premiers à s'être intéressés à ces formes littéraires. Je cite entre autres le travail de Rémi Savard dans La forêt vive, mais aussi José Maillot, Sylvie Vincent, qui ont rendu accessible à des non-locuteurs de l'Innu, par exemple, la mythologie Innu. Et cette littérature-là, et chez les Wendat, il y a Bruce Trigger, entre autres, qui s'est beaucoup intéressé au mythe fondateur Wendat. D'accord. Et cette mémoire orale ancestrale a été diffusée, réinvestie dans la littérature orale contemporaine, n'est-ce pas? Sous quelle forme donc est-elle réinvestie aujourd'hui? Se diffuse-t-elle? Dans quelle langue aussi, puisqu'on a des éditions parfois bilingues, trilingues peut-être? Pouvez-vous nous parler de cette question à la fois du réinvestissement de la littérature orale contemporaine et de la langue dans laquelle elle est diffusée aujourd'hui? La littérature orale est toujours très vivante aujourd'hui chez les Autochtones au Québec et dans des formats renouvelés. Donc on peut penser bien entendu au récit autour du feu ou à la prise de parole sous le chapoutoine, tous des formes de littérature orale. Mais il y a aussi plusieurs artistes de la parole, des artistes contemporains qui vont investir ce que Guy Siouis-Durand appelle les métamorphoses de l'oralité, qu'on va trouver autant dans le rap de Samian que dans la poésie de Joséphine Bacon, par exemple. Et Siouis-Durand, qui est un sociologue de l'art Wendat, voit dans ces formes contemporaines de l'oralité une réactualisation des harangues, une réactualisation de l'éloquence et de la tradition orale, donc dans des chants, des performances contemporaines, le spoken word, ou encore des recueils de poésie. Et ça va au-delà de repérer, par exemple, des marques textuelles de l'oralité comme des répétitions ou des traits stylistiques précis. On est au-delà de ça. Il s'agit vraiment de voir comment les œuvres contemporaines, qu'elles soient écrites ou orales, s'inscrivent tout de même dans un continuum culturel, donc dans une continuité culturelle qui va bien avant l'arrivée des Français à Québec, par exemple, ou l'arrivée des colonisateurs en Amérique. C'est une littérature qui va puiser dans des archétypes fondamentaux antérieurs à l'arrivée des colonisateurs. Et donc, c'est bien important de voir que l'arrivée des Blancs en Amérique n'est pas le début de la littérature autochtone, n'est pas non plus le seul pivot ou la seule motivation à écrire, même si, dénoncer, on en parlera peut-être plus tard, mais dénoncer les injustices fait aussi être un moteur de l'écriture chez plusieurs auteurs autochtones, mais reste que ça se situe sur un continuum culturel. Oui, qui avait frappé d'ailleurs les explorateurs et les militaires aussi qui ont dû signer des traités
avec les nations autochtones, c'est l'art oratoire de ces personnes capables de communiquer avec beaucoup plus d'emphase et d'inspiration peut-être que les Occidentaux qui voulaient simplement avoir une signature entre guillemets au bout d'un parchemin. Et donc je comprends très bien ce que vous voulez dire. Une autre forme orale en littérature contemporaine très importante, c'est le théâtre. Oui. Donc le théâtre autochtone, c'est à mon avis un important lieu de réinvestissement de la tradition orale. J'aimerais souligner, mettre en valeur le travail de la compagnie Théâtre Ondinoc qui a été fondée en 1985 à Montréal, qui a mis de l'avant vraiment un théâtre nouveau avec son théâtre autochtone, donc un théâtre mythologique et rituel tout d'abord dans les années 1980-90, avec par exemple la pièce Le porteur des peines du monde, où le personnage principal, le porteur, est un personnage un peu mythologique, donc mi-homme, mi-oiseau, et qui représente celui qui va porter la charge des peuples autochtones, et donc il transporte sur son dos un ballot, un lourd ballot qui représente l'ensemble des sévices, des injustices, des problèmes sociaux des Autochtones. Et au fil de cette pièce de théâtre-là, qui est aussi une pièce de théâtre de guérison, va finir par se défaire de cette charge-là, de la brûler pour pouvoir conjurer le sort. Donc un théâtre rituel de guérison qui se passe en 2 étapes, montrer la vérité, montrer les problèmes, et ensuite procéder à un rituel de conjuration pour guérir, pour essayer de guérir individuellement et collectivement. C'est bien ça, et je me permettrai peut-être de citer un extrait du prologue du porteur des peines du monde, qui dit « Nous sommes l'arbre de la forêt, l'herbe de la terre, nous sommes le tonnerre des grandes rivières et le fleuve du pays, ma patience et mon courage, ma mémoire est le chant de ma résistance, mon sang est la déchirure de cette terre, Niahoué. » Alors, on pourrait peut-être passer à des exemples de littérature écrite autochtone. À quand remonte donc l'émergence de cette littérature écrite et publiée, et dans quel genre au pluriel s'exprime-t-elle? On situe généralement les débuts de la littérature autochtone en français au Québec dans les années 1970, ce qui est par rapport aux États-Unis, par exemple, relativement tardif. Et je pense que une des raisons de cette date tardive vient en fait de notre définition de la littérature et de ce qu'on a jusqu'à maintenant considéré dans ce bassin ou ce corpus littéraire. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment considéré les écrits qui consistent en des transcriptions, que ce soit de discours ou de sermons ou de chants ou d'autres formes de textes oraux. Donc, on se situe vers les années 1970, les débuts de la littérature autochtone écrite. Or, des Autochtones écrivaient au 18e au 19e siècle, et c'est quand on élargit notre définition de la littérature pour y inclure des formes, disons, marginales d'écriture ou des pratiques littéraires autres, qu'on se rend compte que, oui, des Autochtones écrivent. Et c'est ce que montre, entre autres, Diane Boudreau dans Histoire de la littérature amérindienne du Québec, où elle décrit cette production et montre comment elle se veut, oui, contestataire, revendicatrice, mais aussi esthétique, avec des figures de style et des figures de rhétorique. Donc, on a beaucoup d'écrits de revendication, également beaucoup de textes de médiation. Je pense entre autres à des correspondances de différentes personnes autochtones, Abénaquis ou Wendat, qui vont souvent écrire au nom de leur communauté pour s'adresser aux représentants du pouvoir colonial, pour essayer de faire valoir leurs droits. Une sorte de lettre de pétition, par exemple. Oui. Et là, ça n'a plus rien à voir avec les premiers textes des pasteurs abénakis comme Pierre-Paul Masta, Henri-Lord Masta, qui étaient des pasteurs protestants formés aux États-Unis et qui ont publié des grammaires, des dictionnaires, des livres religieux, etc. On est dans une autre dimension, n'est-ce pas, avec ce genre d'écrits? Oui, et on pourrait parler aussi des lettres ouvertes aux journaux. Donc, Joseph Laurent, qui était chef de sa communauté Abénaquis, qui fait paraître plusieurs lettres ouvertes dans la presse ou dans le journal, par exemple.
Donc, il y a des publications antérieures aux années 1970, mais si on parle du système livre au Québec ou du marché du livre québécois, c'est à partir des années 70 et 80 que des auteurs vont publier des œuvres littéraires en français ou dans d'autres langues. Et on voit, je pense, 2 bassins de publication principaux, donc les œuvres sous forme de livres parus dans des maisons d'édition généralistes accessibles à un bassin de lecteurs plus grand. Et un autre type de publication, donc des publications plus spécialisées, ou encore publiées dans des communautés, que ce soit par des conseils de bande, par des organismes autochtones comme Femmes autochtones du Québec, par des institutions d'enseignement comme le Collège Manitou, qui était situé à la Macasa dans les années 1970, et qui là vont vraiment s'adresser soit à un public spécialisé ou aux Autochtones, alors que le premier bassin s'adressait peut-être davantage aux Québécois. Donc, le cas de Bernard Assinioui est un cas un peu à part, dans la mesure où il s'agissait là aussi de contes inspirés de légendes traditionnelles, mais le problème était celui du statut même de son auteur. Bernard Assinioui, de son vivant, a toujours été contesté, autant sur son identité autochtone que sur son statut d'historien, que sur son statut d'auteur. Donc, il a difficilement réussi à obtenir la légitimité sur ces 3 aspects-là au cours de sa vie. Il a été extrêmement prolifique, tout comme Michel Noël également, un autre auteur qui se réclamait d'origine autochtone. Et ces 2 auteurs-là, Bernard Assinioui et Michel Noël, sont les 2 principaux auteurs en termes de quantité des années 70 à 2000. Pour ce qui est du nombre de titres, donc ils ont obtenu une énorme place, visibilité médiatique, mais effectivement, ce sont 2 auteurs dont les origines autochtones sont remises en question. 2 personnes qui s'identifiaient à la culture autochtone, à cette identité-là, se voyaient comme des métis, et donc ont écrit principalement, voire uniquement, dans le cas de Bernard Assinioui, à partir de cette identité-là, qui est l'identité autochtone. Ce qui n'était pas du tout le cas d'Anantan Capèche, dont on a un tout petit peu parlé. Pouvez-vous revenir sur son cas et sur son essai fondateur assez pamphlétaire et de quoi s'agit-il et comment faut-il le percevoir dans la suite, dans la progression donc, de ses écrits d'opinion et de dénonciation? En 1976, Anantan Capèche fait paraître « Je suis une maudite sauvagesse » en édition bilingue inou-français chez Leméac. C'est une œuvre fondatrice, à mon avis, donc c'est un essai coup de poing, un pamphlet, comme vous le dites. Capèche est originaire de Shefferville, donc la communauté aujourd'hui qu'on connaît sous le nom de Matimécoche. Et dans son essai, elle dénonce le sort réservé aux Inuits de sa région par les Québécois. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'un essai coup de poing pour les lecteurs du Québec, parce que c'est leur colonialisme canadien-français-québécois qui est vraiment mis de l'avant dans cet essai. Donc, dans les années 1970, on est dans une période de bouillonnement politique autochtone, on est aussi dans un bouillonnement contre-culturel. Il se passe beaucoup de choses sur le plan de la mobilisation politique autochtone, et parallèlement à ça, au Québec, on est aussi dans la période des grands projets nationaux. Pensons aux grands projets de barrages hydroélectriques d'Hydro-Québec, et qui entrent en contradiction, en fait, et c'est ce que Capèche dénonce, entre autres. Donc, elle utilise un vocabulaire connoté, un vocabulaire choquant, en se réappropriant, entre autres, le terme de sauvagesse, en se le réappropriant comme une fierté. En le retournant un petit peu comme dans le problème de la négritude, où on se reprend le terme même de l'insulte pour en faire un signe de fierté, c'est ça? Tout à fait, parce qu'elle s'oppose aux façons de faire des Blancs, et c'est ce qui est très confrontant dans son essai. Elle montre avec beaucoup de lucidité tout le mensonge, la perfidie, la duperie, la tromperie des Blancs qui ont voulu et réussi à s'approprier un territoire pour l'exploiter, pour en exploiter les ressources, et comment, pour ce faire, ils ont dû tasser les Inuits par différentes stratégies, que ce soit les pensionnats autochtones, que ce soit la dépossession territoriale, et que ça passe par le système de justice,
par les représentations médiatiques des Autochtones par les journalistes. Donc, elle aborde tous ces discours officiels pour les déconstruire et donc montrer la vérité, finalement, la vérité du point de vue Innu, une autre vérité. Donc, son essai, c'est un contre-discours vraiment très porteur qui constitue une reconquête de soi aussi, une reconquête de sa culture, de l'identité Innu et de la fierté d'être Innu. Oui. Et c'est pourquoi, à mon avis, encore aujourd'hui, on a des rééditions, des traductions de cet essai-là, qui est une œuvre majeure et très, très importante dans la littérature Innu et autochtone. Et qui a inspiré beaucoup de jeunes générations, naturellement. Oui. Je peux citer cet extrait très fort, justement, « Je suis une maudite sauvagesse ». Je suis très fier quand, aujourd'hui, je m'entends traiter de sauvagesse. Quand j'entends le blanc prononcer ce mot, je comprends qu'il me redit sans cesse que je suis une vraie indienne et que c'est moi la première à avoir vécu dans la forêt. Or, toute chose qui vit dans la forêt correspond à la vie la meilleure. Puisse le blanc toujours me traiter de sauvagesse. Fin de citation. Même si le style pamphlétaire a évolué au fil des années, donc on passe de 1976 à 2021, mais il y a encore des essais de type pamphlétaire qui sont publiés dans un style différent. Je pense à Daniel Sioui, qui est un auteur Wendat, qui est aussi éditeur aux éditions Hanenorak à Wendake, qui a publié récemment un essai indien stoïque, qui est aussi très fort sur le aussi, ton pamphlétaire, où ils utilisent un langage populaire, il ne se gêne pas pour choquer, et où il se permet de dire ces 4 vérités, autant aux Québécois qu'aux Autochtones en général. Oui, c'est très juste. Alors, dans l'atlas littéraire, vous accordez une place importante à la poésie autochtone, tout comme votre collègue dans le même atlas, Brigitte Thierrion, qui analyse les poétesses Innu. Diriez-vous avec elle que cette forme d'écrit est un outil de résilience? Oui, certainement, sans qu'elle ne s'y limite. Mais j'ai parlé plutôt du théâtre de guérison avec le théâtre Ondinoc. Et on voit dans la poésie cette même fonction de guérison qui apparaît parfois. Donc on va utiliser les mots, la littérature, l'expression de soi pour cheminer sur le chemin de la guérison individuelle. Et cette idée est aussi valide sur le plan plus collectif. Donc, écrire permet de guérir individuellement, mais s'écrire comme nation, en s'adressant aussi à l'autre, donc à l'autre québécois qui nous a fait tant de tort, ça permet de rétablir une vérité, une perspective, un point de vue. Et la poésie autochtone, en ce sens, oui, me semble une littérature de résilience. On pourrait ajouter à cette résilience que la poésie est un espace littéraire de résurgence, au sens où des éléments culturels enfouis dans la tradition orale sont investis, réinvestis pour devenir de la poésie et être communiqués aux autres, et font donc ressurgir dans l'espace public par la littérature des symboles, des mythes, mais des langues ancestrales et des spiritualités aussi, qu'on a tenté d'exterminer dans le passé. Et là, j'aimerais rappeler que les lois canadiennes, des lois coloniales, interdisaient, par exemple, des manifestations spirituelles ou des rituels comme les powwows, les danses du soleil. Dans les pensionnats, on ne pouvait pas parler sa langue autochtone. Donc, ces cultures et ces spiritualités-là, le gouvernement canadien, entre autres, a tenté de les faire s'éteindre. On a tenté d'assimiler les Autochtones et par la poésie, par l'art en général, des éléments de culture ressurgissent de cette manière-là. C'est le cas d'Éléonore Sioui, vous la citez également. Oui, Éléonore Sioui, poète Wendat, a dans sa poésie une démarche spirituelle, je dirais. Donc plusieurs poèmes, tout comme chez Rita Mestokosho, qui est une poète Innu, on a une poésie assez spirituelle où plusieurs poèmes vont ressembler à des prières. On va s'adresser au Manitou, on va s'adresser au Créateur. Éléonore Sioui, Rita Mestokosho, on pourrait ajouter Chankoukou, Atikamek ou Jean Sioui, Wendat. Ce sont les poètes que Jean-François Letourneau nomme comme la génération des pionniers. Donc, les pionniers de la poésie autochtone au Québec, ce sont eux, selon Jean-François Letourneau, qui a fait une étude magistrale de la poésie autochtone au Québec dans son essai « Le territoire dans les veines ». Et Letourneau
identifie un des thèmes principaux de cette poésie, l'écoute. Donc l'écoute des anciens, l'écoute des ancêtres, mais aussi l'écoute de la nature, donc de l'environnement qui nous entoure. D'accord. Vous parlez aussi de Joséphine Bacon, dont il faut dire un mot peut-être aussi. Oui, ben en fait, j'ai un extrait d'un poème de Joséphine Bacon qui est aussi situé dans cette génération de pionniers. Donc un extrait qui met en valeur ce thème de l'écoute, justement. C'est un extrait de Bâton à message. Mes sœurs, les 4 vents, caressent une terre de lichen et de mousse, de rivières et de lacs, là où les épinettes blanches ont parlé à mon père. Oui, alors quelles sont les formes et les thèmes de la littérature autochtone contemporaine? Pour continuer avec la poésie, Les Tourneaux, Jean-François Les Tourneaux a remarqué que les poètes de la jeune génération mettent en valeur de nouveaux thèmes, donc l'amour, la sexualité, aussi l'expérience de la réserve et de la communauté. Des thèmes qui relèvent davantage de l'intime, donc parfois oui du collectif, du groupe, mais on voit beaucoup plus des voix individuelles et des thèmes de l'intime émerger. Je pense au recueil de Marie-André Gill, qui est Ilnou des Mastoyats, ces recueils béantes et frayés, par exemple, qui mettent de l'avant les thèmes de l'amour et qui montrent vraiment un regard nouveau sur des réalités qui n'avaient pas encore été décrites de cette façon ou de ce point de vue en littérature québécoise. On pourrait penser aussi à Quisipan de Naomi Fontaine, un roman qui est en fait une série de tableaux descriptifs, poétiques, expressifs de la réserve, donc de la vie sur la communauté. Et cette œuvre, Quisipan, a eu un impact, à mon avis, assez fracassant à sa parution en 2011. Il a été remarqué, vraiment noté par la critique québécoise, de par la qualité de l'œuvre, oui, mais aussi par la nouveauté de ce qu'il représentait, de cette perspective-là de la réserve aujourd'hui en 2011 à l'époque. La poésie engagée est aussi importante, que ce soit pour l'environnement, pour la protection de la terre. Je pense au recueil Manifestatie de Natacha Canapé-Fontaine, qui est Innu. Je pense aussi à la poésie guerrière de Louis-Carl Picard-Sioui dans son recueil de la paix en jachère. Ce qu'on voit beaucoup, ce qu'on lit beaucoup, et ce que je trouve qui est un genre important, ce sont les récits de vie qui relèvent peut-être plus de témoignages, par exemple les récits de pensionnats. Vous avez mentionné le recueil Nikistissine, je me souviens, de Édouard Étoile Germain. Donc un recueil posthume qui est un recueil de poésie, mais qui est à la fois un témoignage des années passées au pensionnat. Ce sont des textes très éclairants, très touchants, qui aident véritablement à comprendre ce que signifient les pensionnats pour des générations d'Autochtones. Et pour revenir à Natacha Canapé-Fontaine, vous évoquez aussi le cas des titres plus récents peut-être, N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures, bleuets et abricots. Ce sont des textes de cette nature qui sont des textes de l'intimité, mais aussi de la dénonciation en même temps. Oui, tout à fait. Dans Bleuets et abricots, cette citation, si vous me permettez, « Nos fils et nos filles sortiront des réserves, les aïeux sur le dos, les ancêtres à l'oreille, ils marcheront vers le sud, retracer le nord. » Dans les formes contemporaines de la littérature autochtone, ce qu'on voit aussi, c'est une diversification, un éclatement avec des thèmes, des formes, des genres qui avaient été très peu abordés par des auteurs autochtones jusqu'à maintenant, que ce soit la dystopie, la science-fiction, l'anticipation, par exemple avec J.D. Kirkness, l'essai historique avec Jocelyn Sioui, l'humour avec Picard Sioui, la littérature érotique avec Virginia Pessemapeo Bordelot. On voit aussi des best-sellers apparaître avec l'auteur Michel Jean et son titre Coucoum, entre autres. Donc, une diversification remarquable des genres autochtones.
Dans le cas de l'essai historique dont vous avez parlé, Jocelyn Sioui, est-ce que ce sont des essais universitaires ou beaucoup plus personnels où le jeu intervient dans l'écriture? On parle d'un essai historique plus personnel où l'auteur, oui, parle au jeu puisqu'il parle de son grand-oncle et il parle de son enquête, en fait, de son travail de recherche pour reconstituer l'histoire de mon oncle Jules, qui est en fait Jules Sioui, qui a été un important activiste autochtone au Canada. Et donc, c'est un essai moins universitaire que personnel, mais qui démontre un riche et important travail documentaire. Donc, il cite des archives, des correspondances, ce qui donne un essai important, à mon avis. Vous parlez de science-fiction également. Alors, quels sont les imaginaires de la science-fiction, de la SF autochtone, par exemple? Au Québec, je pense entre autres à Aquarium de J.D. Kirkness, qui anticipe des dystopies environnementales. Je vais l'exprimer comme ça. Oui, je pense à elle, entre autres. Le pire des mondes à venir, oui. Et dans la littérature jeunesse, j'imagine qu'il y a une part de pédagogie aussi dans le fait de s'adresser effectivement à des générations montantes qui... Oui, des générations, je dirais, autant autochtones qu'allochtones, parce que on veut que les enfants québécois peut-être grandissent et lisent des œuvres moins stéréotypées qui représentent vraiment le point de vue des Autochtones. Mais l'éducation des Premières Nations elle-même est aussi très importante, et ça, dès les premières publications dont je parlais plus tôt dans les années 1970. Donc, il y a eu plusieurs initiatives en éducation qui ont eu un succès, bon, pas toujours très pérenne dans les années 70, mais aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus porteur, donc des œuvres littéraires jeunesse en plusieurs langues autochtones pour donner vie, pour performer les langues autochtones dans la littérature, dans des livres, entre autres. D'accord. Alors, à qui s'adresse aujourd'hui cette littérature? Est-ce qu'elle jouit d'une forme de reconnaissance et de légitimation à laquelle contribue peut-être à sa façon l'Atlas littéraire? Et trouve-t-elle maintenant des lieux d'édition propres à ses propres réseaux? Le public... en fait, la situation de la littérature autochtone a bien changé depuis les années 2000. Depuis les 20 dernières années environ. Je me rappelle que quand j'ai commencé mes recherches sur la littérature autochtone dans les années 2006-2008, on parlait déjà d'une augmentation fulgurante du nombre de titres, mais aussi de l'intérêt porté à ces littératures. Et force est de constater aujourd'hui que cette augmentation continue d'accélérer et n'a pas arrêté d'accélérer ou d'exploser. Donc, oui, des auteurs autochtones sont largement diffusés, très largement diffusés. Des maisons d'édition généralistes publient les œuvres d'auteurs autochtones. On pourrait même dire qu'elles se les arrachent. Dans les revues littéraires, il y a des dossiers spéciaux. Il y a des initiatives promotionnelles mises de l'avant par les libraires, par exemple, en collaboration avec la librairie Annénorac. Je pense entre autres au mois de la littérature autochtone, le mois de juin, où on a l'initiative Jolie autochtone. Et ce qui s'est passé, je pense, dans les 15 à 20 dernières années, bien, d'une part, il y a une espèce de réveil politique des Québécois de la situation des Premières Nations, des Québécois, on pourrait élargir aux Canadiens aussi. Donc, je pense que le public a constaté son ignorance et a mis en action son désir de connaître mieux l'histoire des Premières Nations pour peut-être vivre mieux ensemble. Et il y a aussi qu'il y a des acteurs du monde littéraire autochtone qui ont créé des structures propres, que ce soit des structures de librairie ou d'édition, comme les éditions et la librairie Annénorac, que ce soit des structures de diffusion, comme le Salon du livre des Premières Nations, Kwahiatonk à Wendake, qui a vraiment vitalisé à un très haut niveau le milieu de la littérature autochtone en créant des événements, en créant des contacts aussi avec les auteurs autochtones du Canada anglais, des États-Unis. Donc, un bassin là, d'incubateurs. Et reste que peut-être qu'un des défis actuellement, c'est le petit bassin d'auteurs. C'est une question démographique, entre autres. Ça a toujours été un défi, mais là, pour répondre à l'appétit du public pour la littérature autochtone, l'attraction des livres autochtones en librairie, il y a quand même peu d'auteurs pour répondre à cet appétit-là actuellement.
Mais donc le public québécois fait partie maintenant du public de la littérature autochtone à travers non seulement les maisons d'édition traditionnelles qui ont des collections, mais aussi les propres maisons d'édition et les lieux de diffusion, librairies comme vous le dites, et aussi spectacles. Vous avez parlé du théâtre aussi, et je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs, auditrices, de visionner un événement qui vient de se produire en juin dernier, le 20 juin plus précisément, qui s'appelle Autochtone, le grand solstice 2022, qui est une vision toute contemporaine de ce que j'appellerais, si vous me permettez l'expression, la jeune culture ancestrale autochtone d'aujourd'hui. Vous trouverez sous l'intitulé Autochtone, le grand solstice 2022 sur le site de Radio-Canada. Alors Marie-Hélène Janotte, merci pour votre généreuse traversée des lettres autochtones du Québec. Nos auditeurs pourront aussi consulter directement votre contribution et celle de Brigitte Thirion dans l'Atlas littéraire, ainsi que les nombreux renvois qui balisent chacune des notices, nous relançant à l'infini vers d'autres caps, d'autres voyages. Alors merci, bon vent et à la prochaine. Merci à vous.